On va parler des insectes qui rendent malades. Et vous avez vu qu'il y a 3 maladies qui ont été mises à l'ordre du jour, le Lyme, la dengue et le chikungunya. Alors, monsieur Lobel a raison. La tique, ce que vous voyez ici, n'a rien à voir avec l'insecte. Tous les deux sont des arthropodes, c'est-à-dire des invertébrés et hématophages et éventuellement vecteurs de maladies, mais ça n'appartient absolument pas à la même classe. Cette bestiole ici appartient à la classe des arachnides, dans laquelle vous avez des ordres comme les aranéides, les scorpions ou les acariens. Ça, c'est un acarien. Et à côté, c'est bien un insecte qui appartient ici à l'ordre des diptères. Et chez les diptères, il y a des mouches, des moucherons et des moustiques. Certains sont hématophages, et à partir du moment où ils sont hématophages, ils peuvent bien sûr transmettre des maladies vectorielles. Donc on va parler ici de vecteurs. Donc juste pour vous rappeler ce que c'est qu'un vecteur, justement, je viens de le dire, c'est un arthropode qui est à la fois vulnérant parce qu'il vient vous piquer et hématophage. Sa présence est absolument obligatoire pour pérenniser la circulation d'un virus ou d'un parasite ou d'une bactérie dans un environnement. Il y a des virus qui sont des virus mécaniques, c'est-à-dire qu'ils vont pomper chez un animal ou chez un individu des micro-organismes et ils vont recracher lors d'un nouveau repas ces micro-organismes dans la peau lorsqu'ils vous ont piqué. Il n'y a aucune multiplication et aucune modification du micro-organisme chez l'arthropode. Et par contre, il y a des vecteurs dits biologiques. À ce moment-là, il y a une obligation soit de multiplication, soit de modification du micro-organisme, soit les deux d'ailleurs, à l'intérieur du vecteur. Donc tous les vecteurs ne sont pas au même niveau de transmission. Alors, c'est quoi un arthropode ? C'est un invertébré, je l'ai dit tout à l'heure, donc à une symétrie bilatérale. Regardez un papillon, si vous le coupez entre les deux antennes jusqu'à la partie terminale, il est bien symétrique sur son grand axe. C'est les insectes, enfin les arthropodes, c'est 85% du règne animal. Vous voyez qu'on pourrait être tous dominés par les arthropodes dans le monde. Ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Ils ont une particularité, c'est qu'ils ont des pattes articulées, d'où le terme arthropode, c'est pieds articulés. Et ils ont une cuticule sclérifiée. Nous, on a un squelette à l'intérieur et on peut devenir plus ou moins important autour de notre squelette. Eh bien, les arthropodes, non. Ils ont un squelette externe qui les empêche de trop grossir. Et s'ils veulent grossir, ils sont obligés de muer. C'est les mues successives très connues chez les arthropodes. Le cycle est globalement le même. Il y a des sexes séparés. Il y a bien des mâles, il y a des femelles. Comme pour vous et pour nous, il y a une obligation de copulation pour avoir une descendance. Généralement, ce sont des œufs qui vont éclore pour libérer des larves, qui vont muer pour donner des nymphes, qui vont muer pour donner des adultes. Il peut y avoir plusieurs stades larvaires, plusieurs stades nymphales en fonction des arthropodes. Alors, juste pour vous rappeler que la classe des arachnides, c'est les 3 premiers ici. L'ordre des aranéides, dans lesquels il peut y avoir des araignées dangereuses. Les scorpions, vous voyez là. Les acariens, dont le méga-acarien, c'est lui qui nous fait peut-être le plus peur, ce sont les tiques, puisqu'elles sont vectrices de beaucoup de choses, comme l'a dit M. Lebel. Et puis vous avez, vous voyez ici, chez les autres arthropodes qui ont des antennes, vous avez les crustacés, ça ils sont très bons dans nos assiettes, mais ils ne sont pas très dangereux pour notre santé, rassurez-vous. Enfin, il peut y avoir des crustacés toxiques. Et puis les myriapodes, donc les 1000 pattes. Et puis les insectes qui se trouvent ici. Là, je vous ai mis une petite puce. Là, vous avez un moustique, mais j'aurais pu vous mettre une mouche, un phlébotome ou des choses du genre, ou un poux ou un morpion. Alors, les animaux qui vont nous intéresser appartiennent donc, les hématophages, à ces deux groupes-là, les acariens et les insectes. Bon, les maladies transmises, M. Lebel vous a dit qu'il y en avait énormément. Alors, bien sûr, il y a des parasites. On connaît bien le paludisme qui est transmis par des moustiques du genre Anophèle, mais vous voyez les leishmanioses qui sont transmises par des phlébotomes. Les trypanosomes, ça vous dit peut-être rien, mais si je vous dis maladie du sommeil et glossine ou mouche de tsetse, ça vous rappelle des petits souvenirs. Et puis la bactérie, la peste, je vous rappelle que c'est la puce. Rappelez-vous du roman de Camus, et la peste n'a pas complètement disparu dans le monde. Et puis ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les borrélioses, voire les rickettsioses, qu'on ne parlera pas parce que ça serait trop long, borrélioses, dont la maladie de Lyme. Ça, ce sont des bactéries. Et puis les virus, les arboviroses, et on va s'intéresser uniquement à la dengue, au chikungunya, car on pourrait faire plusieurs mardis de la santé pour passer tout ça en revue. Donc, un acarien, c'est un animal qui a un corps céphalo-thoracobdunal. C'est une boule. Il n'y a pas d'aile, il n'y a pas d'antenne, il n'y a pas d'aile. C'est un animal qui ne vole pas, c'est un animal qui ne saute pas. Donc, si vous allez devant une maladie liée à des acariens
particulièrement aux tiques, c'est vous qui allez devant la maladie, ce n'est pas l'acarien qui vole pour venir vers vous, contrairement à ce qu'on va voir éventuellement chez les moustiques. Alors, les acariens, vous en connaissez, parce que certains parmi vous sont peut-être allergiques aux acariens, les acariens des maisons, les Thyroglyphus ou les acaries. Puis il y a les acariens cuticoles, on connaît au moins l'acarien de la Galle. Et puis nous, on va s'intéresser aux acariens hématophages, dont un que vous connaissez, et qui là, il commence, là, on arrive au mois de mai, ce que vous appelez vulgairement les aoutas, ce sont les trombiculas. Hein. Et puis les tiques, qui ont commencé leur travail depuis une quinzaine de jours. On est au premier pic d'attaque des tiques dans notre secteur, en Bretagne. Et les tiques, vous voyez que ça va transmettre pas mal de maladies, dont la borréliose dont on va parler tout à l'heure. Alors les tiques, vous voyez que c'est bien un animal qui est céphalothoracope abdominal, qui a un capitulum, ça c'est bien classique chez les tiques, qui sont toutes hématophages à tous les stades. Il y a 3 stades obligatoires, une larve, une nymphe, un adulte, mâle et femelle, et toutes les stases, sauf pour Ixodes ricinus, toutes les stases, sauf pour le mâle d'Ixodes ricinus, toutes les stases se gorgent. Voilà. Il possède un organe dit de Haller. C'est quoi l'organe de Haller chez les tiques? C'est sur la première paire de pattes ici, vous avez un petit organe, une petite dépression que vous voyez ici, dans lequel il y a des soies extrêmement sensibles au CO2 que vous dégagez. Et cette tique qui est au repos sur une graminée, généralement, chassée à l'affût, lorsque vous approchez, vous, l'animal, le cerf, le chevreuil, le renard, le lapin, voire le mulot, il dégage du CO2 et à plusieurs mètres, la tique est capable de détecter ce CO2. À ce moment-là, elle met ses pattes en avant, ici, comme on le voit sur cette photo. Ça ressemble un petit peu à des antennes, mais c'est bien la première patte qui est mise comme ça, pour voir d'où vient ce dégagement de CO2. Car il ne faut pas que la tique se rate. Quand vous passez sur la graminée, il faut que vous frôliez ou l'animal frôle cette graminée pour que la tique s'accroche. Et elle a besoin de 3 repas dans sa vie, comme on va le voir dans 2 secondes. Alors pour revenir à la maladie de Lyme, ce sont des petites spiroquettes que vous voyez ici, ce sont des bactéries spiralées, comme les leptospires ou comme les bactéries spiralées de la syphilis, qui vont entraîner une maladie qu'on appelle l'érythème, la maladie de Lyme, borréliose de Lyme, parce qu'elle a été décrite pour la première fois, où on a compris pour la première fois ce qui se passait dans la ville de Lyme, dans le Connecticut, aux États-Unis. C'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. Donc voici ces tiques, ici larves, nymphes et adultes qui sont en train de se fixer sur un animal ou sur l'homme. Ici, c'est le torse d'un homme. Et c'est une tique qui va surtout vivre pour Ixodes ricinus, la tique responsable de la maladie de Lyme chez nous, qui va vivre dans les forêts de feuillus essentiellement. Donc nous sommes en Bretagne, et en Bretagne, il y a beaucoup de forêts de feuillus. Donc la tique Ixodes ricinus est très abondante dans nos forêts. Alors l'historique, vous voyez que on va prendre les 3 dernières années, c'est grâce aux Américains qu'on a compris ce qui se passait au niveau de la maladie de Lyme, puisque c'est Steer et ses collaborateurs qui ont décrit l'arthrite de Lyme dans le Connecticut à partir de cohortes d'enfants, d'abord 2 enfants au départ qui étaient touchés par des arthrites au niveau des genoux, et les mamans ont poussé un petit peu les autorités locales pour en savoir un petit peu plus. Et en fait, il y a une grande enquête qui a été faite, on s'est rendu compte qu'il y avait une véritable épidémie d'arthrite de Lyme. Je laisse à Christian définir sporadique, etc. C'est en 1981 seulement que Burdorfer, Borrelia burgdorferi, vous voyez qu'il a donné son nom à la borrélie par la suite, a isolé le spirochète en fait de l'intestin des tiques. Jusqu'ici, on ne savait pas ce qui se passait. On voyait qu'il y avait une arthrite, que c'était infectieux globalement, que ça poussait pendant certaines périodes de chaleur et d'humidité, mais on n'avait pas encore fait bien la relation. Et puis c'est Barbour qui, lui, a réussi à voir qu'il s'agissait d'une maladie extrêmement complexe parce qu'elle touche énormément d'organes. C'est une maladie qui touche beaucoup de systèmes et qui est polyviscérale. On va le voir tout à l'heure. Mais ensuite, on s'est rendu compte qu'en Europe, on connaissait cette maladie, puisque vous voyez que l'arthrophie idiopathique, l'acrodermatite chronique atrophiante dont vous parlez tout à l'heure, Christian, elle était déjà décrite par un Allemand depuis 1883. Qu'en 1910, Afzelius, et on va voir qu'il y a Borrelia afzeli, qui lui a été dédié, une autre espèce, eh bien, il avait déjà décrit l'érythème chronique migrant, qui est la caractéristique de la première phase de la maladie de Lyme. Et puis en 1922, 2 Français, Garin, donc Borrelia garini également, vous allez voir, et Dujadou, ont décrit déjà la méningo-radiculite, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui la neuroborréliose. Donc en fait, on connaissait la maladie en Europe depuis bien avant les Américains,
mais c'est les Américains qui ont le nom de la maladie accolé à cette borrélie. Voilà, c'est un peu de notre faute. Alors, pour vous montrer que tous ces Ixodes, il y a plusieurs, hein, tout ça c'est des cousins germains, on va dire, à Ixodes ricinus qu'on va trouver chez nous en Europe tempérée. Mais si on va plus vers l'Europe de l'Est, c'est Ixodes persulcatus. Et puis si on va en Amérique du Nord, Scapularis est sur la côte Est, Pacificus est sur la côte Ouest, et tout ça va transmettre la maladie de Lyme. Les réservoirs de la maladie de Lyme, ce sont tous les mammifères à sang chaud, tous les vertébrés, je devrais dire, à sang chaud et à sang froid. Donc oiseaux, grands mammifères, petits mammifères, serpents, etc. Tous peuvent se faire piquer par ces tiques et nourrir ces tiques. Donc le réservoir de parasites, il est extrêmement large puisque tout le monde, enfin tous les animaux de la Terre vont rentrer dans le cycle évolutif de la spirochète de Lyme. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le marqueur de la maladie dans nos forêts, c'est la présence ou non de chevreuils. Si vous avez des chevreuils, c'est qu'il y a Ixodes ricinus, vous êtes sûr, et s'il y a des Ixodes ricinus, vous êtes sûr qu'il y a la borrélie qui traîne par là. Et ce sont plutôt les campagnols qui vont maintenir l'épidémie au sein des tiques. Donc, c'est devenu maintenant la maladie de Lyme, la première maladie vectorielle de l'hémisphère nord. Si on va dans l'hémisphère sud, c'est encore le paludisme, hein, transmis par des moustiques. Une morsure ou une piqûre, une morsure de tique, c'est absolument indolore, au moins pendant que la tique s'installe. La tique va s'installer en 24 heures à peu près, et elle enfonce lentement son rostre. Et c'est absolument indolore. D'accord ? Le repas, ensuite, va commencer, après ces 24 heures, à aspirer votre sang. D'ailleurs, d'abord en inoculant une salive qui est hémolysante et histolisante. Et c'est à ce moment-là qu'il va éventuellement apparaître un prurite. Et ce n'est qu'au bout de 24 heures à 36 heures, voire plus, qu'on va pouvoir détecter par le prurite, par la démangeaison, hein, la présence d'une tique. Sinon, pendant sa phase d'installation, sauf si vous la voyez, vous ne souffrez absolument pas. Et la transmission, ce qui est important à savoir, des spirochètes va se faire qu'au-delà de la 24e heure. Pour les spirochètes. Pour les virus, ça pourra aller beaucoup plus vite, mais pour les spirochètes, oui, parce qu'ils sont dans l'estomac, on va dire, dans l'intestin de la tique. Il va falloir qu'ils transitent vers les glandes salivaires, et elles commencent à transiter qu'à partir du moment où la tique a commencé à se gorger. Donc, c'est 24 à 36 heures après la fixation de la tique. Alors, il y a des facteurs qui sont favorisants. C'est bien sûr si vous allez dans les zones forestières pour rencontrer cette tique. Il y a des tiques ailleurs, hein, mais c'est la tique qui transmet la maladie de Lyme. C'est une tique de forêt ou du bocage, voire des talus, si vous voulez, des talus d'arbres type chêne ou type hêtre. Ils aiment beaucoup ces arbres-là. Et donc, bien sûr, plus on a une activité en forêt importante, plus le risque de se faire piquer par les tiques est grand. Donc, les promeneurs, bien sûr, c'est l'époque. Là, il fait beau depuis quelques temps. Donc, Monsieur Lebel, si vous allez vous promener en forêt, vous risquez de vous faire piquer par les tiques, vous qui attirez tous les arthropodes hématophages. Les chasseurs, bien sûr. Les cueilleurs de champignons. On va voir que le deuxième pic d'activité, ça va être pendant le mois de septembre ou automne, au moment du ramassage des champignons. Et puis, tous les professionnels de la forêt. D'ailleurs, il y a eu tout un plan sur le plan national. On a suivi à Rennes tous les forestiers de France, hein, parce que c'était nous qui avions eu le contrat sur le plan national. Et c'est devenu d'ailleurs une maladie professionnelle chez ces personnes-là. Donc, Ixodes ricinus, voici la larve, voici la nymphe, voici le mâle, voici la femelle. Donc, il y a 3 phases. Toutes ces phases sont obligatoirement hématophages. C'est pour ça qu'on appelle ça cycle triphasique, puisqu'il y a 3 phases, avec un parasitisme obligatoire au niveau de chacune de ces phases. La larve est obligée de trouver un hôte. Et puis une fois qu'elle est gorgée, le repas de sang va durer 8 jours, elle va tomber au sol, elle va muer, et puis elle va être obligée de trouver un deuxième hôte pour la nymphe, puis un troisième pour la femelle. Donc vous voyez que c'est un cycle dit trixène, parce qu'il y a besoin de 3 hôtes différents au cours de la vie de la tique. Et puis c'est une tique dite télotrope, c'est des termes qui sont un petit peu compliqués, pour dire que tout est bon pour la tique. Tout ce qui est, je l'ai dit tout à l'heure, vertébré à sang chaud ou à sang froid, c'est bon pour la tique. La durée du cycle de la tique va être variable en fonction du climat. Si on est en Bretagne, dans les pays tempérés comme chez nous, ou en Angleterre, etc., c'est à peu près la même chose. Le cycle complet de la vie de la tique, c'est à peu près 3 ans. D'accord ? Donc, globalement, une phase par an.
Alors que si je suis en Sibérie, Monsieur Lobel s'est fait piquer par une tique en Sibérie, eh bien le cycle d'Ixodes ricinus sur des tiques qui ont été marqués, ça va durer 7 à 8 ans. Donc vous voyez qu'en fonction en fait, du climat, de la possibilité pour la tique de trouver un animal, le cycle est peut être très très long. Il faut dire que la tique, une fois qu'elle a fait son repas, elle va le digérer pendant des années et des années et des années. Et puis elle ne fait aucun mouvement. Elle monte sur une graminée et elle attend. Elle attend que vous passiez par là, que le bon samaritain passe par là pour son repas. Alors il y a plein, bien sûr, qui vont finir par mourir parce qu'elles ne vont rien trouver. Alors les populations de tiques augmentent aujourd'hui. Alors on parle de modification du climat. Ceci dit, plus le climat est chaud, moins Ixodes ricinus va être présente. Elle aime bien les climats relativement tempérés. Mais bon, avec maintenant la gestion du gibier, on dit qu'il y a de plus en plus de sangliers dans nos forêts, il y a de plus en plus de cerfs, de chevreuils, etc. Eh bien, évidemment, c'est très favorable à la tique, hein, parce qu'elle va trouver de quoi se nourrir. Et puis, il y a de moins en moins de prédateurs, puisqu'on met partout des pesticides. Les pesticides vont tuer des parasitoïdes, qui sont des micro-organismes, qui tuaient eux-mêmes les tiques. Donc, elles n'ont plus grands prédateurs, sinon les oiseaux qui viennent les manger. Donc là, je peux revenir sur le cycle pour être complet, mais c'est pour bien montrer la phase larvaire, la phase nymphale, la phase adulte. Donc, en résumé, la durée d'une tique, il y a 3 repas obligatoires pour la tique, de 8 jours chacun, mais une tique va pouvoir vivre 3 ans à 7 ans, vous l'avez bien compris, ou à 8 ans, mais elle n'est ectoparasite hématophage que 3 semaines dans sa vie de tique. Elle n'est vraiment parasite que 3 semaines dans sa vie de tique. Mais dans ces 3 semaines-là, elle peut entraîner beaucoup de malheur aux personnes qui se font piquer. C'est donc une tique essentiellement sylvicole. On a travaillé beaucoup sur cette tique à Rennes, puisque le professeur Doby était un grand spécialiste des tiques. Et ma collaboratrice Brigitte Degeille a fait sa thèse de science sur les tiques. Et vous voyez, on a eu un contrat INSERM pendant 5 ans. Et on a travaillé sur tous les massifs forestiers de France. Partout où vous avez des petits points, là, vous avez des forêts à tiques, Ixodes ricinus, transporteurs de la maladie de Lyme. Et puis voilà, plus particulièrement dans le massif armoricain, que vous devinez ici. Ce sera peut-être notre grande région plus tard, d'après ce qu'on entend au niveau des politiques. Donc vous voyez que cette tique a une très très large distribution, mais on a trouvé quand même des forêts à feuillus, avec les points verts ici, négatifs. Pas parce que c'est quand c'est rouge que c'est dangereux, quand c'est vert, c'est négatif. Donc les populations d'Ixodes ricinus sont faibles lorsqu'elles existent sur le littoral, dans les forêts littorales feuillues, et souvent, il n'y en a pas. Il y a d'autres tiques, mais il n'y a pas Ixodes ricinus. Par contre, dès que vous rentrez dans les terres, dans une forêt de feuillus, vous venez avec moi, c'est l'époque de ramassage des tiques, je ne fais pas 10 mètres, pour vous en montrer une dizaine. D'accord ? Donc, vous ne les voyez pas si vous les promenez, mais on peut les faire. Donc là, on a suivi 3 forêts. La forêt de Rennes, forêt du Bois de Sèvres, que beaucoup connaissent, et une forêt au niveau de Saint-Michel-en-Grève. On voit que Saint-Michel-en-Grève, il n'y a pas beaucoup d'activité de tiques. Et puis, Bois de Sèvres, forêt de Rennes, il y a une grosse activité des tiques. Qu'on voit ici, on est parti, hein, c'est mai et juin. Ça va décroître en juillet et août parce qu'il fait trop chaud. Et il y a un deuxième pic, c'est un mode bimodal. Il y a un deuxième pic qui va apparaître en septembre-octobre, au moment des champignons et de la chasse. Donc c'est parfait pour la tique. La borélie, c'est une spirochétale. Il y a 12 espèces actuellement. Je passe très vite là-dessus. Et vous voyez que ces 12 espèces sont réparties un petit peu partout dans l'hémisphère nord, avec, pour ce qui nous intéresse, nous en Europe, 6 espèces. Borelia burgdorferi, dont je vais parler tout à l'heure, Garini, de Garin, Afzeli, d'Afzelius, Lusitanier, Valésiana, qu'on vient de trouver à Rennes il y a 2 ans maintenant par Brigitte Degeille, et Spialmani. Tous ceux qui sont en jaune ou en orange ici peuvent entraîner des maladies chez l'homme. Alors vous avez la ville de Lyme, hein, dans le Connecticut, et qui vous montre qu'il y a de l'eau et qu'il y a surtout beaucoup de feuillus, et raison pour laquelle on peut trouver beaucoup de tiques, dont un certain nombre sont infectés par la borréliose de Lyme. Alors quand vous vous promenez en forêt, il y a quoi ? Il y a 2-3% des tiques qui sont infectés. Les autres ne sont pas infectés. Donc la probabilité de faire la maladie quand on est mordu par une tique est relativement faible. Ça dépend bien sûr de certaines forêts où la densité de Borrelia est plus importante que dans d'autres forêts, mais
être mordu par une tique ne veut pas dire que l'on va développer la maladie. 2-3% en moyenne, parfois un tout petit peu plus, mais 2-3%. Donc vous avez la tique là sur l'ongle, là, c'est la petite tique, donc on peut passer. Et là vous avez l'incidence de la maladie de Lyme en France par l'Institut l'Institut national de veille sanitaire, avec, vous voyez, la Bretagne est en vert clair, hein, avec une prévalence de la maladie, c'est-à-dire le nombre de la maladie chaque année, qui est un peu plus faible que dans les autres zones comme le centre ou la Lorraine, l'Alsace, et puis la région limousine, hein, c'est le Limousin qui doit être comme ça. Donc, voilà, pour la dit. Il y en a partout en France, en gros, hein, sauf vous avez pu voir dans les régions montagneuses, puisqu'à partir de 1500 mètres, il n'y a plus de tiques, et proche de la mer, il fait tellement chaud que les tiques ne trouvent pas leur habitat naturel, sauf plutôt des sapins, hein, qui sont loin des feuillus. Donc concernant la maladie, c'est une maladie qui évolue en plusieurs phases. Comme vous l'a dit le professeur Guéhin tout à l'heure, on connaissait les différents symptômes de la maladie, mais avant que l'on puisse les relayer au sein d'une même maladie, il a fallu, vous avez vu, plus de 50 ans. Initialement, c'est des boutons, ou tout au moins quelque chose qui ressemble à un bouton. Ensuite, sans passer par la phase de bouton, ou parce qu'on n'a pas reconnu comme le bouton étant la maladie de Lyme, on peut avoir soit une atteinte neurologique, l'encéphale, les nerfs, le liquide céphalorachidien, soit des atteintes articulaires. On a rarement les deux, hein, en fonction du type de tique, de Borrelia, pardon. On peut avoir préférentiellement des atteintes neurologiques et préférentiellement des atteintes articulaires. Et puis il y a une phase dite tertiaire, hein, qui est une phase, je dirais plutôt tardive, où on peut avoir un certain nombre de manifestations articulaires, des arthralgies, des arthrites prolongées, voire des atteintes cutanées, comme on va le voir. Et il y a ce qu'on appelle une phase plus prolongée, tardive, allergisante, pour laquelle j'ai mis une diapositive un peu particulière parce que c'est sur celle-là que l'on peut éventuellement discuter de la réalité ou du mythe de la maladie. Donc initialement, dans la phase initiale, ici vous avez la tique. Hein. Là, c'est une tique qui est là depuis 48 heures au moins. Hein. Vous avez plus que ça, ou 3 jours. Vous avez la tique, hein, on ne voit plus du tout le corps, hein, de la tique, on voit moi ce que j'appellerais vulgairement son utérus, mais bon, chacun ses fantasmes. En tout cas, c'est du sang, elle est gorgée de sang, et là, elle est depuis un certain temps, pour être aussi grosse, c'est gorgée de sang. Hein. Vous avez vu sur l'ongle la tique, elle est toute petite, et ici, elle a, c'est 10 fois plus son volume. Et 7 à 3 semaines plus tard, enfin 7 à 21 jours plus tard, vous avez la lésion de tique, hein, typique, ce que l'on appelle l'érythème migrans, avec la morsure de tique au centre. Et puis vous avez une sorte d'érythème, hein, de placard rougeâtre qui va s'étendre à partir du centre et qui va s'étendre vers la périphérie et devenir relativement important. Vous voyez, ça prend tout le dos de la cuisse. Hein. Donc ensuite, ça c'est l'érythème migrans, c'est la première phase. La sérologie, c'est-à-dire la façon de dépister la maladie, est négative. Il n'y a pas d'anticorps à ce moment-là de la maladie de Lyme. C'est unique. Le diagnostic est uniquement clinique. On n'a pas moyen de faire un diagnostic autrement. Alors on pourrait prendre un petit bout de peau et puis faire de la biologie moléculaire et retrouver la Borrelia au niveau cutané, mais ça ne se fait pas en pratique courante. Ensuite, la phase neurologique. La phase neurologique, ben, c'est l'atteinte du cerveau, la paralysie faciale. Devant une paralysie faciale, vous voyez bien sur cette photo, on a pris quelqu'un que vous ne pouvez pas reconnaître. Hein, donc, sur cette déviation du visage qui témoigne de la maladie de Lyme et d'une maladie de Lyme qui évolue déjà depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire plus, avec parfois une atteinte méningée, une méningite, et puis il y a différentes expressions au niveau de l'encéphale, hein, du cerveau, de cette maladie qui peut donner des troubles du comportement, des troubles de la mémoire ou des atteintes des nerfs périphériques. Ensuite, vous avez l'atteinte articulaire, ce sont des arthrites, souvent monoarthrites, hein, une seule arthrite, oligoarthrite,
à ce stade-là, avec un épanchement, bon, on fait le diagnostic on peut faire le diagnostic en ponctionnant, en mettant une aiguille dans le genou, et puis on peut faire rechercher les signes de la maladie au niveau du genou. Les manifestations cardiaques, c'est plus rare, en tout cas on les dépiste plus rarement. Et puis ensuite, vous avez les manifestations qui sont plus tardives, que sont l'érythème migrans, l'acrodermite, pardon, pas l'érythème migrans, l'acrodermite, c'est la suivante. Voilà, l'acrodermite atrophiante chronique, c'est un assèchement de la peau avec une coloration de la peau qui est très différente. Et puis des atteintes articulaires chroniques, là, j'ai vu 2 patients comme ça qui traînaient leur maladie de Lyme depuis plusieurs années et qui souffraient de douleurs articulaires, on dit de maladies déformantes, articulation avec une déformation des articulations, et en fait c'est une maladie de Lyme. Mais il faut faire attention parce que ce stade-là, on ne guérit pas forcément les atteintes articulaires. Enfin, le problème, c'est existe-t-il une forme chronique de la maladie de Lyme? Mais quand vous regardez Internet, vous allez être confronté à pas mal de messages où les personnes rapportent leur maladie de Lyme, celle qu'ils ont vécue en tout cas, qui est faite de douleurs, de fatigue, douleurs articulaires, myalgie. Ils ont maigri, ils ne sont pas bien, et puis tout d'un coup, ils trouvent le médecin qui va les guérir, très exactement, qui va permettre de les soulager de leur maladie de Lyme. Et ça, ces maladies de Lyme chroniques, avec des douleurs permanentes, personne n'est véritablement assuré qu'il faut traiter la maladie de Lyme. On est à peu près persuadé que la Borrelia, la bactérie, n'existe plus dans l'organisme, et on est plutôt dans une phase d'allergie, d'hypersensibilité, où les anti-inflammatoires ou un certain nombre de médicaments sont actifs, immunomodulateurs notamment, et où en tout cas les antibiotiques n'ont aucun effet puisque la bactérie en tant que telle n'existe plus. Et quand vous regardez les pages d'Internet, c'est ça, la maladie de Lyme, le plus souvent. C'est pour ça que j'appelle mythe ou réalité, car je suis pas certain, enfin ce que je suis certain, c'est qu'à ce moment-là, les antibiotiques sont plus du tout efficaces. Et comme pour bien comprendre ce que je veux dire par là, sur ces maladies de Lyme, disons chroniques, ou ces myalgies, ces arthralgies, ces douleurs chroniques, je vous ai fait une diapositive sur la brucellose que les plus anciens peuvent se remémorer. Qu'est-ce que c'était la brucellose qui a totalement disparu de la Bretagne et de France? La brucellose, on était contaminé généralement par les caprins, voire les produits abortifs. C'était une maladie avec de la fièvre, de la sueur, on avait mal partout, et puis on arrivait quand même à la guérir. Et puis un certain nombre, surtout dans les années 80, et puis un certain nombre de personnes gardaient une brucellose chronique. Qu'est-ce que c'était la brucellose chronique? C'est des douleurs articulaires, souvent au changement de climat, les articulations pouvaient gonfler, il y avait des douleurs musculaires, il y avait ce que j'appelle une patraquerie, on n'était pas bien pendant un certain moment, on ne mangeait pas, on maigrissait, on avait mal partout, et puis ça disparaissait, et ça, on comprenait bien ce que c'était dans la maladie, dans la brucellose, à tel point que pendant un certain temps, on désensibilisait les gens, c'est des choses qu'on ne fait plus du tout, on prenait du broyat, de je ne sais pas trop quoi, et on les désensibilisait progressivement. C'est des broyats humains, donc c'est totalement interdit aujourd'hui. On les désensibilisait à la brucellose, à l'antigène, à un antigène bruxellien qui persistait, qui entraînait une hypersensibilité d'un certain nombre de réactions immunitaires de l'organisme. La maladie de Lyme chronique, pour moi, c'est la brucellose chronique, c'est-à-dire il n'y a plus de bactéries, il n'y a que des douleurs qui persistent, et le traitement, c'est certainement pas de courir les médecins, c'est certainement pas faire de sérologie qui reste, c'est-à-dire la recherche d'anticorps qui reste positive à vie. Elle a tout son, à partir du moment où on est contaminé, la sérologie reste positive, donc c'est pas la peine de la refaire. Elle restera positive toute sa vie. Et c'est pas les antibiotiques qui vont guérir. C'est une maladie, mais c'est pas du ressort de l'antibiothérapie et de l'infectiologue. Donc le diagnostic, tu veux peut-être dire un mot, enfin.
Déjà, on en a dit beaucoup. Le diagnostic il est essentiellement clinique. Vous avez vu au moins dans la phase primaire, puisque c'est l'érythème migrant qui est véritablement le signe à ne pas rater. Cet érythème migrant, il existe quand même dans 80% des cas. Le problème, après, c'est de véritablement bien diagnostiquer un érythème migrant. Si un érythème migrant, c'est bien une maladie de Lyme qu'on peut décapiter par les antibiotiques, comme vient de le dire Christian. Le diagnostic, il est essentiellement sérologique par diverses techniques, des DIFI ou des ELISA, où on recherche des IgM et des IgG. Et puis, on va confirmer ça par des techniques un petit peu plus sophistiquées, qui sont les Western blot. Et par contre, on peut mettre le germe en évidence, comme l'a dit Christian tout à l'heure, si on fait une biopsie cutanée, une biopsie de synovie, un liquide synovial, etc., soit en colorant ces spirochètes, soit par la culture de Borrelia sur des milieux un petit peu spéciaux. Et puis maintenant, la biologie moléculaire, par les techniques de PCR, c'est du tous les jours dans nos laboratoires. Donc le traitement, tu veux en dire un mot Vous avez les médicaments qui sont actifs dans le cadre du traitement. L'amoxicilline, qui est de loin le médicament le plus efficace, et la doxycycline, qui est une cycline ancienne. La doxycycline, ça a 30 ans, 40 ans, qui reste toujours très efficace sur la borréliose, sur l'ensemble des borrélias. Tout à l'heure, on parlait de spirochète. Je ne sais pas si vous voyez ce dont on parle quand on parle de borrelia spirochète. Hein. La meilleure représentation de la spirochète dans le monde, ça reste la syphilis. Hein. Donc on est dans le même genre de bactéries, même si la maladie de Lyme n'est pas la syphilis, hein, c'est pas ce que j'ai dit, mais on est dans des bactéries extrêmement voisines, et donc les médicaments qu'on va utiliser, les antibiotiques que l'on va utiliser sont extrêmement voisins. Ça repose sur la pénicilline et sur les cyclines. Et puis dans les formes neurologiques, en cas d'encéphalie, de méningite, on utilise plutôt des voies injectables, une céphalosporine de 3e génération, hein, la ceftriaxone ou rocéfine, que vous connaissez peut-être, pendant des cures de 3 semaines à 1 mois. Donc, on vous l'a dit tout à l'heure, on ne va pas revenir là-dessus. En fonction de l'espèce de Borrelia, vous avez des dominantes. Vous voyez que Burgdorferi, c'est plutôt articulaire, Guarini, c'est plutôt nerveux, et Afzeli, c'est plutôt cutané. Alors pour vous dire qu'en Bretagne, on a de la chance ou pas, en fonction, parce qu'on a les trois souches sont chez nous. On a une prédominance quand même de Borrelia burgdorferi. Donc si vous voyez, Burgdorferi, c'est articulaire, et pourtant, chez nous, c'est un paradoxe. On a un biais, parce qu'on est au CHU, c'est plutôt des neuroborrélioses qu'on va retrouver. Sur les 200 derniers cas de borréliose diagnostiqués, de vraies borrélioses diagnostiquées au laboratoire, il y avait 112 neuroborrélioses. Il y avait 20 borrélioses articulaires. Donc vous voyez, le différentiel est grand, alors qu'on devrait retrouver plutôt des articulaires. Et puis, on avait 60 borrélioses cutanées, avec parfois des acrodermatites chroniques atrophiantes, mais en y comptant l'érythème chronique migrant. Et il y a eu 3 atteintes cardiaques et 4 atteintes de l'œil. Voilà. Donc on a isolé une 4e souche dans la forêt de Rennes qui pour le moment ne s'exprime pas sur le plan clinique, on verra bien après. Donc juste pour conclure sur la maladie de Lyme, vous voyez que c'est lié quand même à l'activité humaine, il faut aller en zone forestière. Et c'est lié à une saison, on a bien vu que c'est maintenant, et puis il va y avoir une petite accalmie en juillet et août, et puis ça va recommencer en septembre. Ça dépend bien sûr de l'abondance des vecteurs, mais je ne vous rassure sûrement pas, il y en a pas mal maintenant dans nos forêts autour de Rennes. Le taux d'infectation des vecteurs, Christian vous l'a dit tout à l'heure, il est variable d'une forêt à l'autre. En Bretagne, on est plutôt dans l'ordre de 3 à 10% de tiques infestés. On travaille essentiellement sur les nymphes qui sont les gros marqueurs de la maladie de Lyme. Mais si vous allez dans l'est de la France, on peut avoir une tique sur 3. Donc jusqu'à 30% de tiques infestées en Alsace, en Lorraine. C'est pour ça qu'on a vu que la maladie de Lyme était beaucoup plus importante que chez nous. Et l'Institut Pasteur estime entre 12 000 et 15 000 cas nouveaux par an en France. Alors, je ne sais pas si le chiffre est exagéré ou pas, parce que c'est un petit peu difficile. Je finirai par celle-là, protection contre les tiques. Bah, première chose, c'est éviter de se faire piquer. Bon, pour éviter de se faire piquer, peut-être pas aller se promener en forêt, mais bon, c'est quand même très attrayant d'aller se promener en forêt, surtout quand il fait beau. Hein, là, c'est le moment où
L'été, là, on va un petit peu batifoler, ou le printemps, on va un petit peu batifoler. Donc, si vous y allez quand même, eh bien, il faut avoir des chaussures fermées. Il ne faut pas aller en sandales si vous allez marcher dans l'herbe. D'accord ? Il faut mieux avoir des bottes. Si surcouvrir les jambes et les bras, mettre le pantalon à l'intérieur de la chaussette et le tout à l'intérieur même de la botte et non pas par-dessus la botte, hein, pour éviter que les tiques puissent s'accrocher. Répulsif, ça peut marcher. Uniquement le DEET, le diéthyltoluamide. Il y en a sur le marché, on vous en parlera tout à l'heure. On peut prendre une douche chaude à la limite du supportable 2 heures après le retour d'une balade en forêt ou d'une activité en forêt, car les tiques sont en train de s'installer. À ce moment-là, elles vont se laisser tomber dans la cuvette si vous prenez une douche très très chaude. Et puis, il faut retirer la tique le plus tôt possible, même si vous avez vu qu'il faut à peu près 24 heures pour qu'elle vous transmette la maladie, si elle est contaminée, bien entendu, avec une inspection intégrale du corps. Et parfois, il faut avoir une paire d'yeux complémentaire pour pouvoir regarder aux endroits qui ne sont pas accessibles aux vôtres, même si vous avez une glace à 3 miroirs. Les insectes, je passe, il y a tête, thorax, abdomen, systématiquement 3 paires de pattes. On a vu tout à l'heure, arachnide ou acarien, 4 paires de pattes. Un insecte, ça, 3 paires de pattes. Ça peut voler, les moustiques volent, mais tous les insectes ne volent pas. Une puce, ça ne vole pas, un poux, ça ne vole pas, un morpion, ça ne vole pas, etc. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est les diptères dans lesquels on va trouver nos moustiques, dont particulièrement l'Aedes dont on a parlé tout à l'heure. Alors, comme la tique, quand le moustique, seules les femelles moustiques sont hématophages. C'est important à retenir. Seules les femelles ont besoin de sang pour maturer leurs œufs. Hématophages, qui viennent vous sucer le sang. D'accord ? Seules les femelles vont vous piquer. Les mâles sont gentils comme tout. Ça boit que de l'eau. Comme nous, d'ailleurs, on boit que de l'eau, vous voyez bien, en nous regardant. Donc, n'écrasez pas les mâles, écrasez les femelles, parce que c'est celles-là qui viennent vous harceler. C'est celles-là qui vous ont piqué, monsieur Lebel. Ce sont les femelles. On les repère quand on a des bons yeux, parce que les antennes des femelles sont glabres, alors que, vous n'avez qu'à regarder mon voisin, les mâles sont généralement barbus, et donc les mâles ont des gros poils sur le crâne, et pas les femelles. Mais bon, ça, c'est l'entomologiste qui parle. Alors, les femelles vont transmettre également une salive qui est anticoagulante, qui est lubrifiante, et qui va dilater les vaisseaux. Généralement, les piqûres sont assez indolores également, mais on va voir un prurite qui va apparaître très rapidement derrière, plus ou moins marqué en fonction des individus. Il y a des gens qui, comme M. Lebel, attirent les moustiques et d'autres moins. Parfois des timbres de voix qui attirent plus les moustiques que d'autres. C'est peut-être votre timbre de voix, M. Lebel, qui fait ça. Alors, vous savez que les moustiques, on les appelle les maringouins dans certains pays, comme au Canada. Ça transmet plein de choses. Les Aedes, la malaria, qui est quand même la maladie numéro 1 au monde, maladie vectorielle. Numéro 1 transmise par les moustiques. Mais la fièvre d'Inde, dont on va parler tout à l'heure, mais il y a bien d'autres maladies qu'on ne peut pas parler aujourd'hui. Alors, arbovirus, ça vient de la contraction d'arthropode borne virus, c'est-à-dire virus transmis par piqûre d'arthropode. Je ne reviens pas sur la définition d'arthropode. Il y a 540 arbovirus recensés dans le monde. Il y en a à peu près 110 qui peuvent toucher l'homme et on va en parler que de 2. Et tous ces arthropodes qui peuvent transmettre ces virus, c'est une entité épidémiologique, c'est parce que ces virus qui appartiennent à plein de familles sont transmis de la même manière par un arthropode. Alors ça peut être des moustiques, on va voir les Aedes maintenant, mais ça peut être les phlébotomes que vous voyez ici, ou les petites mouches, petits moucherons qui font 2 mm, les cératopogonites qui viennent peut-être nous embêter l'été et qui peuvent transmettre des arbovirus, mais également les tiques dures comme les Ixodes ricinus qu'on a vu tout à l'heure, et les tiques molles comme on voit ici un ornithodore. Alors le genre Aedes, le repas de sang, l'Aedes femelle en a besoin tous les 3 ou 4 jours. Elle va vivre à peu près 1 mois. Elle va donc prendre 6 ou 7 repas dans sa vie d'adulte de moustique. Si elle se contamine par un virus de la dengue, par exemple, ou du chikungunya à la première prise de sang, elle va pouvoir transmettre à tous les autres repas, parce qu'il va y avoir une réplication du virus dans ses glandes salivaires. Donc si le premier repas est contaminant pour elle, elle va être contaminante pour nous, si elle nous pique, pendant tous les 6 ou 7 autres repas de sa vie. C'est un moustique qui a une vie diurne, contrairement à tous les autres moustiques que vous connaissez bien, les anophèles, les culex, ils viennent vous piquer pendant la nuit, et la nuit souvent installée. Les Aedes vont piquer pendant la période de jour. L'acmé des piqûres va plutôt se faire le matin, très tôt le matin, ou au crépuscule. Mais toute la journée, les Aedes peuvent piquer. Globalement, pendant sa vie d'Aedes, elle va pouvoir avoir 300 descendants. Elle va pondre à peu près 50 à 60 œufs
après chaque repas de sang, ce qui fait à peu près 300 au total. Les œufs vont ou rentrer en hibernation, vont rentrer en diapause, vont résister à la dessiccation. Donc même si le moustique a pondu dans une mare et que la mare est fond comme neige au soleil parce qu'il y a beaucoup de soleil justement, eh bien les œufs vont rester là, viables, et puis dès qu'il va pleuvoir, pof, le cycle va continuer. Globalement, l'œuf, quand il éclot, si dans les bonnes conditions, il va éclore en 48 heures. Les larves, le cycle larvaire va durer 4 à 6 jours, le cycle nymphal 48 heures. Donc globalement, d'un adulte à un adulte, il faut 10 à 12 jours. C'est pour ça que ça peut aller très 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 vite, les populations de moustiques, dans un endroit où l'Aedes, en tout cas, s'est installé. Vous voyez qu'il y a environ 900 espèces d'Aedes dans le monde. Le cycle, hein, on a ces deux bestiaux-là adultes qui, après cette gorgée, vont avoir besoin de déposer des œufs. Ils vont déposer des œufs dans la particularité des Aedes, c'est d'abord de piquer de jour, et en plus d'avoir un besoin de quantité d'eau microscopique. Les Aedes sont capables de pondre, vous voyez, dans des efflorescences de bananiers, comme on peut le voir là, dans des pneus. Dans un pneu, si vous mettez de l'eau dans un pneu, essayez de l'enlever, vous allez voir. Hein. Eh bien, il peut avoir quelques gouttes d'eau et ça suffit. Dans les coupelles de fleurs, dans les canettes de bière qu'on balance après avoir bu la bière, pof, on voit ça partout, on les balance partout, il rentre de l'eau dedans, le moustique peut se reproduire là-dedans. Alors, ce moustique va pondre ses œufs, ça va donner des larves qui vont durer 5-6 jours. Vous voyez qu'il y a un grand siphon respiratoire pour venir respirer l'air. Ça va donner la nymphe que vous voyez là, qui va redonner l'adulte que vous voyez par la suite. Alors, pour assembler chikungunya et dengue, donc le vecteur est proche. Hein. Le chikungunya, c'est plutôt Aedes albopictus. Et pour la dengue, c'est plutôt Aedes aegypti, sachant que les zones de prolifération de ces Aedes sont quand même assez proches malgré tout. Mais on a l'impression que Albopictus, à l'heure actuelle, s'étend de plus en plus sur la planète et qu'Aedes aegypti, beaucoup moins, hein, et beaucoup moins agressif, en tout cas dans sa dissémination. C'est surtout dans les régions chaudes et humides, avec une extension mondiale hein, sur les 3 continents et le Pacifique. Aujourd'hui, on a de l'Aedes et donc on a une possibilité de voir des épidémies de dengue et de chikungunya, c'est-à-dire que sur une population qui n'a jamais rencontré ces maladies, elle est donc vierge vis-à-vis de la maladie. Comme le moustique prolifère de façon importante, il va se piquer dès la première piqûre, il va s'injecter soit le virus chikungunya, soit la dengue, rarement les deux quand même, chez quelqu'un qui est malade. On a bien vu en Italie, dans la plaine du Pô, il y a quelques années, comment un malade pouvait entraîner 90 autres patients qui ont été contaminés à partir d'Aedes albopictus, qui avaient pris un repas sanguin, non pas chez ce malade, hein, mais chez un ensemble de personnes, et entraîné une épidémie dans la plaine du Pô il y a quelques années. Hein. Donc très rapidement, à partir d'un malade, l'Aedes se contamine et va aller, lors de repas sanguins suivants, contaminer d'autres personnes, et ça va aller très très vite, responsable d'une épidémie, c'est-à-dire souvent des milliers de personnes qui vont présenter la maladie en très peu de temps. C'est ce qu'on appelle hein, l'épidémie. L'homme, c'est pas le seul mammifère qui peut être contaminé par le virus, hein, mais en tout cas c'est un hôte accidentel, c'est surtout... vous voyez, hein, les oiseaux, le canard, ça doit être le singe, hein, qui est l'hôte principal, le réservoir principal de la fièvre jaune. L'homme, l'Aedes pique l'homme quand il n'a rien d'autre à piquer et l'homme se promène par là. Mais encore une fois, plus la population humaine est importante, plus la population d'Aedes est importante et plus la maladie est fréquente et entraîne une épidémie. Le virus, tu veux dire le virus, c'est un arbovirus, hein, comme on l'a dit, un flavivirus. Il y a 4 sérotypes de dengue. Ça, c'est intéressant à connaître. Ça veut dire qu'on peut faire au moins 4 fois la dengue dans sa vie. Et on sait que la dengue va entraîner, quand on va faire la dengue, on a une protection qui est quasiment totale pendant un certain nombre d'années. On a des anticorps qui témoignent de cette protection. Et il y a une hypothèse qui a été développée, c'est que lorsqu'un deuxième sérotype de dengue apparaît dans un pays, comme ça a été le cas au Brésil il
il y a 4 ou 5 ans, il y a un nouveau type de dingue, je ne sais pas si c'est le 2 ou le 3, peu importe, qui est apparu. Ça a donné des formes épidémiques chez l'adulte et chez l'enfant, mais chez l'enfant, ça a donné des formes graves, hémorragiques, voire mortelles, parce qu'ils avaient la mémoire d'une contamination récente par l'autre virus de la dengue, et le fait d'avoir été recontaminé a entraîné un certain nombre de signes hémorragiques et un certain nombre de gravités de la dengue. C'est ce qui fait toute la gravité, mais ce n'est pas le seul élément qui peut expliquer que certaines dengues sont graves et mortelles par un grand syndrome hémorragique et d'autres dengues sont pas mortelles du tout et on en guérit sans aucune séquelle. L'épidémiologie, 3 milliards de personnes exposées, 60 à 100 millions sont touchés dans le monde, donc c'est une maladie très fréquente, mais comme c'est une maladie, disons, qui ne porte pas à conséquence dans beaucoup de pays, c'est une maladie dont on parle peu par rapport au paludisme, par exemple. Il y a au moins autant de dengue que de paludisme, si ce n'est pas plus. Et en région d'endémie, c'est-à-dire là où la transmission de la maladie est permanente, en région d'endémie, les personnes qui n'ont jamais été contaminées vont être contaminées très rapidement pendant les saisons chaudes et humides par le virus de la dengue. Donc on ne peut pas y échapper. Vous avez là sur cette diapositive de 2010 toutes les contrées dans lesquelles on peut rencontrer la dengue et on peut faire la maladie. Classiquement, l'incubation elle est très courte, à 4 à 7 jours. Donc on va faire la maladie, pour le touriste en tout cas, très rapidement après le retour, ou si ce n'est pas dès le début, c'est brutal. Ça ressemble à une grippe, on a mal partout, on a mal à la tête, on a mal aux articulations, on a mal aux muscles. Il y a des douleurs surtout derrière les orbites. Hein. Et puis, une fois sur deux, il y a une éruption cutanée que vous pouvez voir sur les diapositives ici, sans intervalle de peau saine, non prurigineuse en général. Et des signes hémorragiques mineurs, ça veut dire qu'il peut y avoir une petite hémorragie conjonctivale, un œil rouge, il peut y avoir un petit peu de saignement de nez. Et généralement, la guérison, elle est sans séquelles. On est quand même fatigué, hein, comme dans la mononucléose, pendant un mois et demi. On n'a pas la pêche, quoi. Il faut retrouver le tonus au bout d'un certain temps. Et puis, il y a des dengues dites sévères, avec des formes hémorragiques qui, elles, peuvent être mortelles par des hémorragies cérébrales. Hein. Bon, je passe là-dessus. Sur cette dengue. Le diagnostic se fait essentiellement par la sérologie, prise de sang, sérologie qui devient positive entre 3 et 5 jours, et puis éventuellement par l'isolement en biologie moléculaire de fragments de virus ou du virus entier, qu'on dit par RT-PCR. Quant à l'inoculation sur lignée cellulaire d'Aedes, c'est uniquement dans les centres spécialisés. Hein. Ça ne se fait pas en routine. Il faut avoir des lignées cellulaires d'Aedes, ce n'est pas évident à cultiver. Hein. Donc le traitement, il n'y en a pas. Le traitement, c'est le repos au lit, c'est les antalgiques habituels, les anti-inflammatoires, ça ne sert à rien, et il ne faut surtout pas prendre d'aspirine, puisque l'aspirine facilite les risques hémorragiques, et généralement, dans la dengue, il y a une chute importante des plaquettes. Si on fait une numération formule sanguine, une prise de sang, les plaquettes sont toujours basses, et si on prend de l'aspirine, ça peut faire saigner, ça peut entraîner des hémorragies. Oui, alors, vous avez peut-être entendu ça à la radio ou à la télévision. Une société anglaise qu'on voit ici, qui est la société Oxitec, a formé ou a transformé des moustiques pour donner des moustiques transgéniques. Ces moustiques sont ou stériles ou vont avoir une descendance stérile. Ce que je disais tout à l'heure est important puisque seules les femelles sont hématophages. Donc actuellement, on a donc des fermes qui sont en train d'élever des Aedes aegypti qui transmettent la dengue au Brésil. On va stériliser ces mâles et on va les lâcher dans la nature en espérant que ces mâles stériles vont venir copuler des femelles sauvages. Si elles copulent les femelles sauvages, il n'y aura pas de descendants ou la descendance n'ira pas jusqu'au bout. C'est ça l'idée. L'idée, elle est peut-être géniale, mais on ne sait pas ce qu'on est en train de faire là. C'est un petit peu des apprentis sorciers. Il y a plein de gens qui sont archi opposés à ça. Mais ils vont lâcher les moustiques. Là, des millions de moustiques qui vont être lâchés dans la semaine qui vient. Des millions de moustiques. Ils espèrent descendre le nombre de moustiques transmettant la dengue, Aedes aegypti, de 90%. Parce que c'est la Coupe du Monde et parce que l'acmé de la dengue
où il y a déjà eu plus de 300 000 cas depuis le début de l'année, va se faire pendant le mondial, comme par hasard. Donc ils n'ont peut-être pas intérêt, les Brésiliens, à voir la moitié de la population mondiale venant voir ce mondial revenir avec une dengue. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas s'il ne va pas avoir des effets rebonds, puisque la stérilisation ne se fait que sur Aedes aegypti, mais comme on vous l'a dit tout à l'heure, Abopictus et d'autres Aedes comme Polynésiensis, etc., vivent également dans ces régions-là, et peut-être qu'eux vont profiter de la baisse d'Aegypti pour pouvoir proliférer et être des bons relais de la maladie de la dengue et du chikungunya. Et puis, on n'est pas à l'abri d'un effet rebond, car actuellement, une bonne partie de la population brésilienne est séroprotégée avec les dengues qui ont circulé. Et là, dans quelques années, il n'y aura plus de stigmates sérologiques ces géants-là. On pourra peut-être voir des catastrophes de dengue dans 10 ou 15 ans. Tout ça pour le mondial. Il y a beaucoup de footeux, je pense, dans la salle, comme beaucoup en France. Alors, bien sûr, tout ça passe par le contrôle de ces moustiques. Il faut bien sûr avoir le moins de moustiques possible pour éviter toutes ces transmissions de dengue ou de chikungunya. Alors, l'Aedes est un animal qui est un animal au départ qui vivait dans les forêts. Il s'est habitué à l'habitat d'abord rural, puis ensuite en pleine ville. C'est le moustique de ville, l'Aedes aegypti. C'est un animal qui a un faible pouvoir de vol, autant où un culex est capable de faire 40 km sans vent, une anophèle 2 km, celui-là il fait 10 mètres. Et puis il est fatigué, il se repose. Et parfois on a des épidémies de dengue, comme on a vu les épidémies de chikungunya à La Réunion, qui vont de maison en maison du même côté de la route, parce que les maisons se touchent, alors que de traverser la route de 10 mètres, c'était trop long. Il est trop fatigué pour le faire. Et il est capable de se reproduire partout. Donc ce qu'on est en train de demander aux gens lorsque le moustique s'installe, ce qu'on fait dans le sud de la France, c'est de ne plus mettre d'eau dans les coupelles de vos fleurs. Alors, comment les fleurs peuvent vivre sans eau? Si, on y met du sable et on mouille le sable. Et dans ces cas-là, s'il n'y a pas d'eau, le moustique ne viendra pas pondre. Et puis bien sûr, il faut enlever tous les détritus ou toutes les choses qui peuvent contenir un petit peu d'eau, dont les pneus, comme vous voyez la petite gamelle du chat. Les gouttières, c'est son boucher avec des feuilles, évidemment. Le cycle se faisant en 10 jours, vous avez vu qu'il a le temps de se faire. Et puis, l'avenir pour la dengue, c'est peut-être le vaccin. Il y a actuellement un vaccin, un candidat vaccin, qui est tétravalent, c'est-à-dire qui touche les 4 sérotypes qu'on connaît, le sérotype 1, 2, 3 et 4, dont il y a déjà eu 10 000 enfants de vaccinés en Asie. Taux de succès 56%. Bon, c'est peut-être pas si énorme que ça. Et il y a actuellement en Amérique du Sud une deuxième vague sur 20 ou 30 000 enfants, je ne sais plus, dont on aura le résultat au mois de septembre. Mais l'espoir que nous avons pour la dengue, c'est le vaccin, car ça devient la maladie vectorielle la plus importante au monde, comme l'a dit Christian. Un mot du chikungunya, c'est comme la dengue, c'est transmis par l'Aedes. C'est comme la dengue, ça donne très mal à la tête, ça donne surtout des douleurs articulaires. Chikungunya, ça veut dire le dos courbé. Donc on voit très bien la personne qui marche le dos courbé, perclus de rhumatisme. Et surtout, les douleurs articulaires de chikungunya ne vont pas céder comme la dengue en quelques jours. On peut voir les douleurs articulaires de chikungunya persister 1 an, 2 ans, 3 ans. Et là, on est encore dans le syndrome post-viral, post-infectieux. Et les gens qui font des poussées de douleurs articulaires sont parfois très handicapés et doivent arrêter leur travail du fait de ces douleurs articulaires post-chikungunya. Alors, chikungunya a un début brutal, l'incubation c'est comme la dengue, ça fait mal partout. Les formes graves sont relativement rares, on meurra excessivement peu du chikungunya. Par contre, on en souffre beaucoup et l'immunité est durable, c'est-à-dire on en fait une fois et puis a priori on ne refait pas 2 fois un chikungunya. Mais compte tenu des douleurs séquelaires, ça suffit. Donc il n'y a pas de traitement spécifique, il y a un traitement antalgique. Et ce qu'on a vu à La Réunion, c'était beaucoup de problèmes avec l'utilisation des antalgiques, des antidouloureux, et notamment l'utilisation de la morphine. Et on a eu certainement beaucoup plus de pépins avec l'utilisation de la morphine qu'avec le chikungunya lui-même, parce qu'un certain nombre de personnes ne savaient pas vraiment utiliser la morphine, et ça fait très mal. Donc on a tendance à augmenter les doses jusqu'à temps de s'endormir et de ne pas se réveiller.
Donc les problèmes articulaires sont importants. Il a été dit pendant un certain temps que des dérivés de la quinine, comme la chloroquine, pouvaient avoir une efficacité. En fait, ça n'a aucune efficacité sur les douleurs du chikungunya. Et on n'est pas encore arrivé au stade du vaccin à l'heure actuelle, parce qu'on pensait que le chikungunya était une maladie assez limitée dans l'océan Indien, mais on s'est aperçu très rapidement que le chikungunya, comme Aedes albopictus, diffusait partout. Et aujourd'hui, c'est les 3 continents qui sont atteints, c'est-à-dire l'Afrique, tout l'océan Indien, l'Asie, le Pacifique, l'Amérique du Sud, et puis on commence à en voir en Europe. Donc la prévention, c'est protéger des piqûres de moustiques, utiliser des répulsifs, la ventilation des logis, et puis les vêtements des logis et puis du corps aussi, les vêtements longs, avec un certain nombre de répulsifs qui sont utilisés contre l'anophèle, mais encore une fois, l'Aedes pique le jour, donc ces répulsifs, pour se protéger du chikungunya ou de la dengue, il faut les utiliser le jour, avec un taux de rémanence, c'est-à-dire d'utilisation du produit avant d'en remettre une couche, une pulvérisation. Elle est très variable en fonction de la température et en fonction de l'humidité. Plus on a une transpiration importante et plus il va falloir repulvériser le répulsif. Alors il y a différents répulsifs, vous avez les molécules ici, le dicycaridine, l'IR35, le citrodiol. Avec ici, on va passer, c'est les contre-indications chez l'enfant, la femme enceinte. Voilà comment se présente le répulsif avec des études qui sont réalisées entre l'icaridine et le DIT. Bon, là, c'est une publication du laboratoire. Mais surtout, ce dont il faut faire attention à la pharmacie où vous allez, c'est que vous avez un terme générique qui s'appelle insecte écran. Et selon le type de bouchon, vous voyez qu'à bouchon vert, c'est du DIT 25%. Or, par exemple, pour l'anophèle qui transmet le paludisme, il faut au moins 30% de DIT pour être actif. On a vu que pour les tiques, il fallait mieux être autour de 50% de DIT pour être actif. Donc, le bouchon vert, c'est bon pour les AUTA, c'est pas bon pour l'anophèle, c'est pas tellement bon non plus pour l'Aedes, je pense. Et donc, il faut prendre du DIT 50% si on veut être actif sur l'Aedes, sur l'anophèle, ou les caridines, 25%. Et vous voyez que tout ça, seul le bouchon change. Et donc, il faut bien lire la notice et bien savoir ce que l'on veut quand on prend un répulsif. Oui, juste pour dire qu'on peut utiliser également des diffuseurs électriques de tablettes, de choses qui vont sublimer, vous savez, qu'on va mettre dans nos prises électriques. Si vous allez dans d'autres pays, attention, les prises ne sont pas toutes les mêmes. Il faut avoir des prises universelles, bien sûr, pour pouvoir diffuser, pour pouvoir utiliser ce type de tablette. On peut utiliser, bien sûr, les pulvérisations manuelles avec l'ancien Flitox que vous avez tous peut-être utilisé, qui a un effet knockdown sur les moustiques. Et puis les tortillons de fumigène à la pyrétrine, on en trouve dans tous les pays du monde. Généralement, ça ne marche pas si mal, mais sauf que certains peuvent être irrités par la pyrétrine, par ce type de tortillon, qui fonctionne à peu près pendant 8 heures. Généralement, on le met plutôt dans la partie extérieure de la maison. Attention, chez moi, je m'en fous, j'ai la climatisation ou j'ai la ventilation. Le moustique, il s'en fout du ventilateur, là, lui. Il n'en a rien à secouer. Ça va peut-être un petit peu le gêner au moment quand il va prendre son envol, mais il est attiré par votre CO2, et s'il a faim, il viendra vous piquer. Et la climatisation, pareil, le moustique ne piquera pas si la température est à moins de 18 degrés. Alors, je vous mets au défi, si vous êtes en Afrique, dans une zone où il fait 40 degrés, de mettre votre ventilation à 18 le soir. En plus, le bruit du moteur va faire que vous allez l'arrêter. Donc, il faut dormir sous moustiquaire et moustiquaire imprégné et bien utilisé. On peut pulvériser également ces vêtements, soit par de l'insectifuge, l'insecticide, le répulsif qu'on a vu tout à l'heure, soit mieux par des insecticides. Ça marche beaucoup mieux et beaucoup mieux par trempage parce que ça peut résister à 5 ou 6 lavages et à 5 ou 6 repassages. Ne pas se laisser avoir par tout ce qu'il y a sur le net. Les lampes ultraviolettes, ça ne fonctionne pas. Les trucs qui font du bzz, bzz, bzz dans vos poches, ça n'a jamais marché. Donc ne dépensez pas votre argent sur des bêtises de ce type. Achetez votre répulsif en pharmacie ou vos insecticides dans une droguerie. On peut acheter le Flitox dans une droguerie.
Un petit mot d'actualité concernant l'épidémie de chikungunya aux Antilles et en Guyane pour ceux qui voudraient partir actuellement aux Antilles, en Guadeloupe, Martinique. Hein. À l'heure actuelle, on est en pleine épidémie de chikungunya. Vous avez notamment en Martinique en bleu, hein, vous avez l'incidence des chikungunya en Martinique. Hein. Ça grimpe, ça n'est pas prêt de s'arrêter pour le moment. Vous avez le nombre de cas avec un nombre relativement faible de décès. On ne sait pas trop pourquoi les gens sont décédés d'ailleurs dans les publications. Mais vous voyez, en Guadeloupe, hein, on est à 136 000 cas. En Martinique, à 24 184 cas. Ça, ce sont les cas actuels de chikungunya. Donc, si vous allez par là prochainement, faites attention à la piqûre d'Aedes albopictus. La lutte contre l'épidémie et la prévention, ça, c'est ce qui est recommandé pour les gens des Antilles. C'est ce qui avait été recommandé à La Réunion, à l'île Maurice. Éliminer systématiquement les foyers de gîtes larvaires, toutes les réserves d'eau, éviter que l'eau ne stagne hein, dans les gouttières, les chenaux, les regards, les avaloirs d'eau pluviale. Éliminer les insectes vivants par pulvérisation d'insecticides, d'organochlorés, de péritrine, des répulsifs que l'on peut mettre sur soi, dites 35-35, la lutte bactériologique par Bacillus thuringiensis et la lutte génétique, on l'a vu, c'est la stérilisation des mâles avec tout le problème que ça peut poser. À titre individuel, il faut porter des vêtements longs, on revient comme pour les tiques, longs, couvrants. Alors aux Antilles, ça pose quand même quelques petits problèmes. Sur la plage, il n'y a pas d'Aedes, hein, mais dès qu'on est sous un arbre, il peut y avoir de l'Aedes. Appliquer les répulsifs partout, sur toutes les parties découvertes du corps, visage y compris, avec éviter pour l'enfant, hein, le nourrisson, et renouveler fréquemment. Et en conclusion, la lutte antibactérielle est la première ligne de défense contre les maladies transmissibles par piqûre d'arthropodes. Juste avant de repasser la parole à M. Lebel, vous voyez que les albopictus sont arrivés en France. Au départ, ils étaient plutôt stationnés en Asie. Ils sont arrivés par des pneus à réchapper. En fait, ils sont arrivés par bateau. Hein, ce sont les œufs qui sont arrivés dans les pneus à réchapper. Et puis, bien sûr, ensuite, arrivé en France avec la pluie, etc., le moustique est apparu. Et après, il a commencé à s'étendre dans plusieurs départements en France par l'intermédiaire soit des voitures, soit des bateaux le long des cours d'eau, en France ou en Europe. Actuellement, il y a 16 pays dans lesquels on a détecté l'albopictus et il y a 12 pays où la présence est pérenne, dont la France. Alors regardez bien le petit point rouge qui est là. Le petit point rouge qui est là, 2004, c'est l'installation de l'albopictus dans le Var. Il était déjà arrivé en Normandie en 99, mais il n'avait pas survécu à l'hiver. Ensuite, il est arrivé en Vendée, mais il n'a pas survécu à l'hiver. Et puis, il est arrivé dans le Var, et puis il a survécu à l'hiver. Ça, c'est 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Voilà. Et 2012, il est arrivé maintenant du côté de Bordeaux. Ça nous fait peur, parce qu'il y a pas mal de collègues de l'IRD de Montpellier qui travaillent dessus. On pensait s'en débarrasser en 2 ou 3 ans, et pas du tout. Ce moustique est en train de gagner notre territoire. Alors, on est encore loin, la Bretagne, mais peut-être que dans quelques années, on aura notre albopictus chez nous également. Et voilà ce qui a été fait. C'est les zones possibles d'installation. Partout où c'est rouge ou orange, le moustique peut s'installer. Donc, albopictus, est-ce qu'il est bienvenu chez nous? C'est peut-être à vous de répondre. Voilà. Donc, juste pour vous remontrer ces petites photos magnifiques. À droite, la tique, bien gorgée. À gauche, un Aedes.